Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast ML2 et comme d'habitude, je vais commencer par présenter le collègue qui est avec moi aujourd'hui. On ne peut pas se tromper, en ce moment il est là tout le temps, tout simplement. C'est Julien Parisot qui va m'accompagner encore une fois aujourd'hui. Comment ça va Julien? Salut Karel, ça va super bien, comme d'hab, là, voilà la forme, la pêche, pour, ce sprint final en Ligue 2 et puis recevoir tous ces invités de qualité. Eh bien, après avoir été en la compagnie d'Oswald Tanchot pour ce premier épisode du mois de mai, pour parler notamment du FC Sochaux, nous accueillons un autre invité voilà, très spécial. Il est très jeune retraité. Il a fini sa carrière en Inde, mais il reste bien connu des championnats français avec notamment 168 matchs en Ligue 2 et 124 matchs en Ligue 1. Disputés à Dijon, Lorient, Auxerre ou encore Brest et Nîmes. C'est Romain Philippotto qui va nous accompagner aujourd'hui. Comment tu vas, Romain? Ça va bien. Écoute, on est très, très heureux de t'accompagner. On va pouvoir, se lancer directement dans ton actu chaude, puisque il y a quelques semaines, tu as annoncé que c'était le moment de raccrocher les crampons. Moi, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on prend cette décision? On sait qu'il y a certains footballeurs qui parlent un peu de petites morts vu que ça fait, partie intégrante de votre vie. C'est souvent une très, très grande partie de la vie des footballeurs, forcément. Comment est-ce que toi, tu as décidé que ça y est, c'était le moment? Ben moi, c'est vrai qu'à l'étranger, vu que j'ai fait 2 ans à l'étranger, j'ai eu le temps. Déjà j'étais seul, donc j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Bon, j'avais déjà quand même une petite idée de ce que je voulais faire après. Sincèrement, j'avais pas prévu d'arrêter. J'avais envie de continuer à mon retour en Inde parce que je voulais finir un an en France. J'avais les possibilités de pouvoir continuer encore à jouer 1 ou 2 ans en France, notamment en national ou national 2. Mais avoir fait le tour de tout, ces 2 ans en Inde ont quand même été loin de ma famille. Voilà, une épreuve assez particulière qui m'a poussé plus vers le fait de prendre une retraite et de me projeter sur d'autres voilà objectifs. Après voilà, je suis un amoureux du foot, je suis un gros passionné. Ce que ça va me manquer sûrement, je vais le combler autrement parce qu'il y a des projets qui sont aussi dans le foot, donc voilà. Mais ça a été vraiment un choix, pas par dépit, par blessure ou par un problème physique ou quoi. Ça a été vraiment un choix raisonné, des besoins dans ma vie, d'être auprès de ma famille, surtout de mes enfants, et de me recentrer aussi un peu sur moi parce que j'ai beaucoup donné, et puis voilà, j'ai envie de passer à autre chose. C'est sûr que ça se comprend. Moi, je savais pas, par exemple, qu'il y avait pas ta famille avec toi, donc forcément, c'est Non, j'étais tout seul. C'est ça qui est aussi. Déjà, je suis allé dans un pays, bon, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais qui est déjà vraiment différent de nous et culturellement, en termes de pauvreté, et voilà. Donc voilà, en plus il y a les seuls. Moi, je parlais pas du tout anglais, donc même s'ils ont pas un anglais exceptionnel, ben voilà, c'est aussi une barrière. Donc voilà. Et puis voilà, j'étais tout seul là-bas. Le football, c'était autre chose aussi. Et puis même si ça a été très enrichissant sur beaucoup de points, ça a été aussi compliqué parce que j'avais aussi des choses à gérer en France, et quand tu es à distance, c'est compliqué. En plus, mes enfants, la famille, j'ai pas pu voir tout ça. Donc même si c'était des périodes de 8 9 mois, voilà, ça marque quand même une vie, ouais. tu as commencé à en parler un peu sans trop nous en dire, donc tu vas pas tout nous révéler, mais dans ces projets d'après-carrière, il y a la volonté aussi de rester, près du football d'une manière ou d'une autre? Sincèrement, ouais, voilà, je me suis inscrit à ma formation d'entraîneur. Donc OK. voilà, j'ai trouvé un club, j'ai eu plusieurs propositions, rentrer dans un staff pour être adjoint. J'ai eu la possibilité d'entraîner dans un centre de formation, mais là j'ai trouvé un accord avec un club qui de R1, juste à côté de chez moi. Donc très content de pouvoir commencer l'aventure dans ce domaine-là, d'entraîner, de passer mes diplômes et d'avancer petit à petit. Et aussi, pourquoi pas, dans un autre contexte, un peu aider ou tendre la main à des joueurs vu que moi je viens du cursus amateur, des joueurs en N2, N3 un peu talentueux, qui ont un petit parcours atypique, si je peux leur permettre d'aller par mon réseau ou par mes connaissances, si j'en trouve des performants, leur tendre la main, les conseiller
et pourquoi pas les emmener vers des essais et à pouvoir avoir des chances de montrer ce qu'ils valent à des niveaux supérieurs, exemple national ou Ligue 2. Voilà, voilà un Et peu les. tu peux nous révéler le nom du club ou c'est secret mercato Franchement, je c'est sais, compliqué. mais honnêtement, ça va être officiel dans 7-10 jours. Et en Ok, plus, ils sont en course pour jouer certaines choses en fin d'année, donc je veux pas trop les perturber, bien sûr. mais bon, vu que la vidéo elle partira dans 15 jours, voilà, je pense que voilà, d'ici 15 jours, ça sera Mm. effectif et tout le monde saura où c'est. Mais je suis content parce que c'est un club structuré, un club juste à côté de chez moi, à 10 minutes. Et voilà, avec de belles ambitions et pour une première expérience, c'est super. Et c'était un choix de commencer comme ça. D'accord. Bon, le retour auprès de la famille donc et en plus toujours connecté au foot donc bah, C'est ça. c'est un bon compromis si je puis dire. C'est une belle prochaine étape donc bah, forcément on te souhaite le meilleur pour ça. Tu as commencé, un peu à en parler. Moi j'aimerais qu'on rentre, directement par, cette étape en Inde, donc au North East United, où tu as passé donc 2 ans. Comment est-ce que toi tu décides de partir en Inde? Voilà, ça peut paraître surprenant parce que c'est pas forcément Ouais. le pays auquel on pense le premier en premier lorsqu'on parle de football. Comment toi t'as pris cette décision finalement? Non, honnêtement, je suis en Ligue 1 à Brest, il me reste 1 an de contrat. Alors certes, je suis indésirable, faut le dire. C'est la première fois de ma carrière qu'on me met dans un loft et qu'on me fait comprendre qu'on veut plus de moi. Donc un peu compliqué pour moi à gérer, parce que jusqu'à présent j'avais eu la chance de jouer quasiment des saisons pleines. Donc ouais, un peu compliqué. Donc je cherche un projet de Ligue 2. Euh, qui j'ai du mal à avoir des propositions. J'ai eu 1 ou 2 accroches, mais rien de concret, rien qui s'emballe. Et puis on vient me voir avec une offre d'Inde. Voilà, financièrement, c'était pas négligeable. Alors c'était pas du tout le pays. J'étais jamais partir à l'étranger. Moi, j'étais plus côté MLS ou Espagne. Espagne quand j'étais jeune et MLS quand j'étais plutôt Mhm. du côté de Nîmes où j'avais eu des opportunités. Mais voilà, donc du coup, l'Inde, faute de choix, j'avais la chance de signer 2 ans, donc ça me faisait faire 1 an de plus aussi dans la prolongation de carrière. Et en termes de, voilà, sur le plan financier, il faut pas se voiler la face. Ça me permettait de continuer à toucher encore des belles sommes. Alors après, à contrario, c'était un gros sacrifice. Donc voilà, surtout être loin de mes enfants. Mais je me suis dit, voilà, j'ai 2 ans à faire. L'optimisation de la carrière aussi, c'était vu comme ça, vu que moi j'attaquais sur le tard. Et puis ça a été un choix qui s'est fait comme ça. Et puis je regrette pas. Même si 2 ans, c'est moi qui ai poussé pour la deuxième année. Je pense que 1 an, ça aurait été suffisant. Mais voilà, c'était une super expérience. Et quand je vois l'image que j'ai laissée le revoir qu'ils m'ont fait, je me dis que voilà, ça restera gravé ouais, dans ma vie, ouais, dans ma tête. Moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce que toi t'es approché par ce club à ce moment-là? Est-ce que c'est ton agent qui vient de Non, parler de ce projet ou est-ce que c'est eux qui l'avaient c'est en tête? ben, c'est un agent extérieur, mais que je connaissais bien parce qui travaille très très bien à l'étranger, qui est vraiment spécialisé sur ça et qui m'avait déjà, à l'époque d'Auxerre, m'avait trouvé une offre pour Karabag, le club d'Azerbaïdjan, là où il y a Zoubier, tout ça. Donc j'avais déjà eu contact avec cet agent-là. Donc après, je te cache pas que je pense que c'est Brest qui lui avait donné la sortie, Ouais. la liste de sortie des joueurs, tu sais, voilà, Un vite mandat? dégagé. Ouais. Exactement. Donc du coup, voilà, ben, du coup, j'ai reçu des offres un peu de partout. J'avais reçu le Maroc, j'avais reçu, voilà, tu vois, j'avais des agents qui m'appelaient de partout, qui voulaient me caser à tout prix de partout. Mais bon, après, il y avait des pays où tu sais que ben, c'est compliqué d'aller parce que les paiements, Mhm. c'est voilà. Donc moi, j'ai la chance que j'ai eue quand ils m'approchent, c'est que j'avais Zakaria Diallo avec qui j'ai joué à Dijon, qui avait fait 6 mois dans ce club-là en Inde et qui a en plus qui est un ami à moi, qui a pu me donner toutes les informations. Donc à partir de cela, quand j'ai eu les informations, quand je me suis renseigné sur tout, ben voilà, j'ai décidé d'y aller. Moi, je suis assez fonceur sur ça. Donc voilà. Donc après, tout a été carré et puis
mais j'ai aucun regret de ce côté-là. Et tu l'as dit, tu parlais pas anglais au moment d'arriver Ah, en ah, Inde. ah, non, non, Comment ça, s'est passée ton adaptation au final? quand je te dis que je parlais pas anglais, c'est que je parlais pas anglais, quoi. C'est même pas juste, je savais dire hello et thank you, tu vois. Donc voilà, en plus j'arrive, les premiers étrangers, donc on a le droit à 5 joueurs étrangers, 6 joueurs étrangers. C'était des Anglais, Danois qui parlaient l'anglais, Australiens, donc que des Ah, mecs qui parlent super bien l'anglais. Donc alors là, j'étais largué complet. Après, j'ai eu la chance d'avoir des Espagnols, donc c'était un peu plus facile à comprendre. Mais ouais, non, j'ai progressé fin d'année, mais vraiment, j'ai passé un cap la deuxième année en anglais, où ça reste un anglais très, voilà, très bas pour un anglophone, mais pour moi, j'arrivais à me faire comprendre, j'arrivais à comprendre, et surtout, j'arrivais à m'exprimer, et puis voilà, j'aurais au moins appris ça là-bas, j'aurais enrichi mon vocabulaire, et voilà. Non, ça a été, sur ce côté-là, ça a été enrichissant. Mais la première année, les 3-4 premiers mois surtout, ça a été très compliqué. Tu te sens un peu exclu. Alors, pas par le vestiaire, parce qu'on rigolait, on arrivait à se faire comprendre. Mais voilà, tu sens que des fois, tu veux t'exprimer, tu n'y arrives pas parce que t'as pas les mots. Et ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et tu arrives donc en tant que footballeur européen qui était à Brest, mais qui était en prêt à Dijon sur la saison d'avant. Mais tu arrives quand même d'un club de Ligue 1. Comment est-ce que tu sens que tu es perçu par le vestiaire, toi? Est-ce que tu sens que voilà, tu es un joueur qui peut faire passer un cap à cette équipe-là aussi? Non, l'engouement a été phénoménal. Autant par les supporters que il y avait une grosse attente. En plus, les premiers matchs, les premiers entraînements, ben voilà, le niveau était quand même relativement faible. hmm. Donc, j'ai fait des grosses différences. Donc, de suite, ils m'ont même trouvé un surnom là-bas. Ils m'ont beaucoup pris sous son aile. Et pourtant, on a eu une première année vraiment catastrophique en termes de Hmm. résultats. Ça a été très, très compliqué. Et Pourtant, c'est puis un là, gros club, hein, Northeast. Hein. C'est un gros club, non? ouais, en fait, c'est gros club. Ouais, en fait, il y a la star hollywoodienne qui est le président. Voilà. Après, en termes de trucs, le problème, c'est que en termes d'Indiens, ils avaient souvent les Indiens les plus faibles du championnat. Ah, ok. Donc, vu que tu as le droit qu'à 4 joueurs étrangers sur la feuille, dans l'équipe type, Mhm. forcément, tu pars déjà avec un inconvénient. En plus, les 3 premiers matchs, on fait des super matchs, mais l'arbitrage est catastrophique là-bas. Donc, il y a eu des décisions qui ont été très compliquées. Et puis après, on Ouais. s'est écroulé complètement. Il y a eu énormément de changements d'entraîneur, notamment le premier entraîneur qui m'avait fait venir et qui me laissait toutes les cartes en main. Après, il y a eu d'autres entraîneurs qui c'était un peu plus compliqué. Moi, j'ai joué, mais c'était plus compliqué parce que il y avait moins cette alchimie. Et cette année, on a eu un super coach qui était espagnol, mais qui parlait français, qui a ramené une rigueur, vraiment un truc à l'européenne, vraiment top. Ils ont fait un recrutement intelligent, le CIO a changé aussi, donc toute la structure a été 10 fois mieux. Et voilà, on a été à 2 doigts de se qualifier en play-off. On est en demi-finale de la coupe, on mène 2-0, on prend 2 buts dans les dernières secondes. On loupe la finale au tir au but alors que voilà, on l'avait entre les mains. On a fait vraiment une belle saison. Et je pense que d'ici 2-3 ans, le club, là maintenant, vu comme il est structuré dans le sens où il va, je pense que il sera dans les meilleurs clubs. Donc, Mhm. c'est bien. Moi, je suis content d'avoir contribué à stabiliser et à apporter mon expérience à ces jeunes-là. Et surtout d'avoir laissé une belle image. Les supporters, comme je t'ai dit, m'ont pris un peu sous leur aile et ils m'ont beaucoup apprécié, m'ont beaucoup supporté parce que la première année, sincèrement, pour eux, c'était pas facile. On gagnait pas les matchs. Donc voilà, ça a été pour moi une belle expérience parce que voilà, j'étais vraiment dans le truc de transmettre et voilà, j'étais un peu le leader autant dans l'ambiance dans le vestiaire que sur le terrain. Et voilà, j'ai essayé de jouer mon passage de témoin le mieux que je pouvais. Et c'était quoi le surnom qu'ils te donnaient, les fans? Ben, ils m'ont donné le truc du magicien, ils m'appelaient le magicien. Donc c'était rigolo, tu vois, on gagnait pas un match, mais oui, c'est vrai que dans les matchs, j'envoyais quand même quelques crochets, quelques trucs et tout, et Voilà. surtout les premiers matchs, et ça avait marqué pas mal l'Inde au début, parce que les 3-4 premiers matchs, quand ils voyaient de nouveaux joueurs voilà. Donc voilà, ils m'avaient appelé le magicien, et puis il y en a certains, ils m'appelaient le king là-bas, donc ouais, non, c'était
ouais, il y a une grosse ferveur. Par contre, c'est un club qui a une grosse ferveur, une grosse terre, parce que c'est très cricket. Et là où j'étais, c'était vraiment football. Et voilà, et c'était une petite ville, mais il y avait quand même 1 million d'habitants, donc ça te laisse imaginer un peu. La petite ville, ouais. Petite Plus ville grande que toutes les villes dans lesquelles tu as joué au final. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, dis-toi que c'était la plus petite ville et on avait 1 million. Donc voilà, c'était une belle expérience. OK, donc un certain engouement, c'était la question que j'allais te poser, mais tu as répondu. Tu as parlé de l'arrivée de cet entraîneur avec qui ça s'est mieux passé sur, la 2e saison et qui te donne en plus le brassard de capitaine. Ça t'aide toi aussi, d'avoir ces responsabilités, qui sont officialisées, on va dire? Bah, tu vas rigoler. Moi, la 2e année, j'hésitais à revenir. Je posais la OK. question à revenir. J'ai l'appel du coach, ça se passe bien, il parle français, il me fait comprendre, voilà, ça se passe bien. Je me suis dit, écoute, vas-y, tu vas 1 mois, tu vois un peu la préparation. Donc, il me met le brassard de capitaine. En coupe, je suis l'un des meilleurs joueurs, je fais des différences et il me repositionne aussi au milieu plus dans l'axe. Et voilà, on est aux portes de la finale et je me dis, voilà, ça va le faire. Donc du coup, j'ai fini et voilà, c'était une belle année en termes d'échange avec le coach. On a beaucoup échangé, même pour moi, pour mes diplômes, voilà. Donc ça a été une très belle relation pendant cette année-là. Globalement, tu en as un peu parlé, mais au niveau du niveau du championnat, heu, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a quand même quelques bons joueurs qui se démarquent ou Oui, c'est il y a des bons joueurs, mais ça reste du niveau national. Ouais, national pour moi. OK. National. Après, il y a la chaleur. Faut pas l'occulter. Il y a 83% d'humidité. On jouait des fois, il y avait 36-40 degrés. L'humidité là-bas, on le voit en Arabie Saoudite. Même les mecs, c'est des phénomènes. L'intensité, le truc, ils souffrent tous. Donc, en Inde, c'est 2 fois pire. Donc, ouais, c'est pas facile à gérer ça. Donc, ça a été les 2 premiers mois, ce qui a été le plus dur à gérer, en plus de la langue, ça a été ça. D'être trempé sans rien faire en faisant 2 sprints. Donc voilà, mais bon, après on s'y habitue et puis voilà, là-bas c'est un peu décousu le jeu. C'est moins, s'il y a pas tactiquement, c'est un peu faible, techniquement c'est un peu faible, donc du coup ça va d'un but à l'autre. Donc tu fais que courir. Donc si physiquement t'es pas prêt, voilà, c'est pas facile à s'adapter. Ouais. Et voilà, donc on a un peu parlé de ce passage en Inde, forcément, mais le plus gros de ta carrière se fait en France. Hem et j'aimerais bien qu'on passe, à Dijon, club très, très important dans ta carrière, professionnelle. Mais ça- Club que suit beaucoup, Julien en plus, Ok, et Supporter. quotidiennement, qui est ok, supporter, voilà, de Dijon. super. Hem, premièrement, parce que toi, tu éclos, sur le tard dans le monde professionnel. Au final, je crois que ta 1re, saison en pro, elle arrive, entre 24 et 25 ans au niveau de l'intersaison. Comment est-ce que toi, tu es repéré par Dijon pour, aller en Ligue 2? Et puis comment ça se passe ton Ben, arrivée, là-bas? en fait, c'est fou. Déjà, moi, je joue en R1. Bon, avant, c'était la DH, donc c'est la R1. Donc, du coup, il y a le club de CFA, donc de N2, qui dépose le bilan, qui est Le Pontet. Donc, en fait, ils enlèvent tous leurs contrats fédéraux. Ils ont le droit qu'à plus qu'à un contrat fédéraux et à prendre que des jeunes de la région. Donc, ils mettent le coach de la réserve contre qui je jouais, qui m'aimait beaucoup. Donc, qui me fait venir en National 2. Donc, je pars en National 2, pas d'argent le club. Donc, c'était vraiment un choix. Parce qu'en R1, quand même, je touchais un petit fixe, tu vois. Et quand tu travailles, ça met quand même. Voilà, les mois sont plus faciles. Donc là, c'était vraiment un choix sportif. Donc, j'y vais. En 3-4 mois, j'explose tout. J'ai des stats de fou, je fais des performances de fou, donc forcément la CFA, c'est la National 2, c'est plus vu, c'est sur France Football, c'est de partout. Et là, d'un coup, j'ai mon téléphone qui sonnait jamais, qui là, plusieurs agents m'appellent, voilà, je rencontre même un agent qui me dit, je vais essayer de t'avoir à des essais. Donc il y a Le Havre qui m'appelle pour faire un essai. Donc il m'envoie les billets de train, voilà. Et il y a Dijon qui m'appelle juste après et qui me dit, voilà, nous on veut que tu viennes. Est-ce que tu as d'autres clubs qui t'ont appelé? Donc je dis Le Havre. Il me dit, ben nous on veut que tu viennes avant d'aller au Havre. Donc du coup j'y vais. Moi je m'en foutais. Hein.
Moi, le but, c'était d'y aller. Donc, je leur donne des dates. Ils m'envoient les billets de train. En fait, c'était le directeur sportif de Cannes, Olivier Mianet, qui est maintenant au Puy, qui était directeur sportif à Cannes, qui, vu qu'il était passé par Dijon, avait dit à Larcier, il y a un super jeune dans la région, parce que j'avais fait un super match contre Cannes, qui était la meilleure équipe de la poule. J'avais marqué en plus, et qui dit, il y a un petit jeune, tu devrais t'y intéresser. Donc, vu que Dijon, ils étaient dans cette politique-là de faire un peu comme les Cornier, les Pierre Limellou, les Louis Johnny après, ils m'ont fait venir à l'essai 2 jours et demi, dans 3 jours. Donc, je suis venu. Le premier jour, ça s'est bien passé. Bon, toujours un peu d'appréhension, mais le vestiaire m'a bien accueilli. Deuxième jour, c'était la grosse séance. Donc là, j'ai tout cassé. Voilà, quand on dit j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Et même l'après-midi, travail devant le but. Moi, qui n'ai pas un pied gauche de folie, là, pour tout rentrant, ça rentrait. C'était mon jour. C'était mon jour. Et troisième jour, je vais m'entraîner avec la réserve. Alors là, putain, là, je me dis, oh là là, peut-être que je me suis enflammé. Voilà, donc ça me fait redescendre. Donc à la fin de l'entraînement, bon, on fait un match réserve contre réserve, donc je fais un bon match. Et à la fin, c'était Sébastien Pérez qui me dit, viens voir, on va faire le bilan de ton passage. Donc moi, je pensais qu'ils allaient me dire, Romain, on va continuer à te suivre, ou peut-être qu'on te fera revenir, on te tient au courant. Et non, ils me disent qu'ils sont très contents, ils me sortent un contrat de 2 ans et demi. Donc à partir de janvier. Donc moi, il me restait quand même 1 mois et demi à finir dans mon club, donc c'est pas facile parce que tu te dis si tu te blesses, c'est fini. Donc ce mois et demi-là a pas été facile à gérer. Je me dis même comme j'étais fou de continuer à jouer alors que j'avais un pré-contrat déjà signé. Mais bon voilà, j'étais content. J'appelle mes parents ils me disent, je leur dis, ils me disent non mais on te croit pas. Mais je dis je descends en train, je vous montre le papier. Mes parents ne me croyaient pas que j'allais sortir ces 2 jours d'essai avec un contrat. Quoi. Donc voilà, donc l'histoire a commencé après en janvier à Dijon. Et voilà, une très très belle histoire. Je pense que je pouvais pas avoir un meilleur club pour commencer, parce que Olivier Dalloglio, le club m'a pas brûlé, m'a pas jeté de suite. Voilà, m'a fait rentrer des petits matchs. Après m'a mis titulaire. Après m'a laissé en place, même si j'étais par moments irrégulier. Et ça a été la meilleure option pour moi pour éclore. En plus, la chance que j'ai eue, c'est mon premier ballon à Dijon. Je marque mon premier but. Contre Le Mans. Voilà, contre Le Mans, contre Jeannot, Jérémy Jeannot, grand gardien. Donc voilà, à Dijon, voilà, le seul regret que j'ai de Dijon, c'est peut-être de pas avoir fini ma carrière là-bas, de pas avoir, voilà, mon objectif dans ma tête, c'était revenir en Inde et faire encore un an à Dijon, finir la boucle là où j'étais venu, parce que voilà, j'ai fait construire ma maison là-bas et voilà, je suis très proche du club. Et ou sinon d'avoir connu Dijon en Ligue 1, parce que quand je pars à Lorient, on est premier en Ligue 2. Bon, le club financièrement, il récupère 3,5 millions plus Baptiste René, donc ça faisait aux alentours de 4 millions pour moi, qui m'avait acheté 0. Le club, voilà, ils ont pu derrière construire une équipe pour monter en Ligue 1. Ils ont pu, voilà, ça a permis à contribuer au club d'évoluer. Mais c'est mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu peut-être finir cette saison, monter. Et voilà, c'est un de mes regrets les plus forts. Et donc, tu viens d'en parler, le premier coach que tu as au niveau professionnel, c'est Olivier Dalloglio, que tu retrouves ensuite un peu plus tard à Brest. C'est quoi l'importance dans ta carrière d'Olivier Dalloglio quand tu prends un peu de recul aujourd'hui? Olivier Dalloglio, la partie dijonnaise, un homme exceptionnel, avec des valeurs, qui m'a fait progresser, qui m'a donné des conseils, qui m'a laissé le temps. Sur les joueurs amateurs ou les joueurs jeunes qui met en confiance, je pense que c'est l'un des meilleurs coachs en France. Il laisse le temps, il est intelligent, il a un dialogue. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Après, moi, je suis arrivé à Brest dans un autre cadre. Je sais pas s'il avait totalement aussi validé ma venue. Ça s'est passé bien parce on a un gros respect entre nous. Mais j'ai été déçu un peu de mon temps de jeu parce que à un moment donné, quand il m'a donné ma chance pendant 2 matchs, contre Lyon, je marque, j'enchaîne Montpellier, je marque, et derrière il m'enlève de l'équipe, il me refait plus jouer que des rentrées. Voilà, j'ai pas trop compris ce moment-là,
Mais après, je lui en veux pas. Il m'a lancé, il m'a fait progresser. Et voilà, c'est le monde du football. Et je ne me regrette pas ma carrière parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de jouer quasiment toutes les années titulaires. Et voilà. Mais c'est vrai que je m'attendais. Il m'a pas fait de cadeau sur la truc, surtout quand j'avais été performant. Je pense que j'aurais mérité de continuer. Après, voilà, s'il fallait repartir sur le banc, c'était pas un souci. Mais voilà, c'est le petit hic que j'ai eu avec Dalloglio sur la fin. Et tu disais que humainement, voilà, c'était très fort en termes de coach dans la capacité à mettre en confiance aussi. On voit que ça Exactement. marche très bien là à Saint-Étienne, qu'il a Ouais. réussi à remettre un effectif en confiance. Ça te surprend pas, toi, du coup, de ce que tu en as vu? Non, parce que moi, c'est mon ami Erwin Cardona, et quand je vois ce qu'il fait avec Erwin, c'est Ah ouais. exactement Olivier Dalloglio. Parce que Erwin, je le connais, il arrive à Saint-Etienne, les 3-4 premiers matchs, il est pas bon. Mais Olivier Dalloglio le connaît ses capacités, connaît ses qualités, le met en confiance. Physiquement, il revient à niveau parce qu'il n'avait pas joué en Allemagne. Et derrière, il explose. Parce qu'il a la confiance, parce qu'il a l'appui, et parce qu'à un moment donné, il savait que ça allait tourner. Et voilà, et dans une carrière, tu as besoin de ça, d'un coach qui te fait confiance, qui te laisse, qui te met pas l'épée de Damoclès tout le temps sur la tête, où tu peux à un moment donné surjouer ou quoi. Et Olivier Dalloglio est très très fort sur ça. Après, il a une très belle philosophie de jeu aussi. Partout où il va, il met en place des choses, et quand même c'est axé voilà, axé football quoi. Donc voilà, c'est un très très bon entraîneur. Et je pense que Saint-Étienne a fait un très très bon choix en le prenant. Il y a ces premiers mois, donc à Dijon et puis dans le monde professionnel où c'est important pour toi de commencer en douceur, d'alterner un peu, de pas forcément, voilà, avoir trop de pression sur tes épaules au début. Mais tu l'as dit, ça va rapidement, aller, enfin ça va aller, très vite pour toi derrière pour aller en Ligue 1. Moi, ça m'intéresse de savoir dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu commences ta carrière en Ligue 2 et que tu te rends compte que tu es tout à fait au niveau, en fait? En fait, quand je commence en Ligue 2 à Dijon, je me dis l'objectif c'est d'aller chercher un autre contrat, c'est-à-dire de pas finir à la fin de ces 2 ans et demi et que le football tu reviens en amateur. Donc pour moi c'était confirmé. Donc déjà c'était ça. Sauf que tout allait très très vite. J'étais performant rapidement, j'ai eu des bonnes stats chaque année, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis après, dans un coin de ma tête, notamment cette année-là où je survole à Dijon et en plus on est bien classé, je me dis, je vais en Ligue 1 à Dijon, ou si on monte pas à la fin de l'année, pourquoi pas l'été d'après aller en Ligue 1. Donc là, après, c'était un objectif. Et puis, surtout que j'avais prolongé à Dijon, donc ma confirmation, je l'avais eue en prolongeant à Dijon. Donc voilà, donc c'était ça. J'ai des contacts avec Montpellier et Bastia qui me veulent l'été d'après. Donc moi, j'avais juste à être focus sur le fait de jouer la montée à Dijon. Si on montait avec Dijon, ben, on reste à Dijon pour jouer en Ligue 1. Et s'il y avait un problème, ben, je savais que j'avais des intérêts de club. Sauf que Lorient est un peu en galère, joue le maintien, et puis le club valide totalement mon profil. Et puis qu'il y avait une passerelle aussi entre Dijon et Lorient, ben, du coup, par rapport à Benjamin Lecomte auparavant et d'autres. Donc du coup, ben, il trouve rapidement un accord, une semaine avant la fin du mercato, mais le deal se finalise à 2 heures à la fin du mercato. Ouais, c'est ça. Donc, je suis resté 3-4 jours sur Lorient, j'avais dit au revoir à tous les collègues et tout. Et puis voilà, ça a mis du temps, et puis parce qu'en entre les clubs, ça a fait monter les enchères. Olivier Delcourt était très très fort sur ça. Et puis voilà, et puis content d'attaquer un nouveau chapitre. J'aurais voulu le terminer autrement avec Dijon, je le cache pas, c'est un regret comme je vous l'ai dit, mais voilà, quand le train il passe, il faut le prendre. On sait que les carrières sont courtes, surtout moi qui arrive à 24 ans du monde amateur. Et en plus Lorient c'était quand même top 10 chaque année en Ligue 1, c'était quand même un club ancré en Ligue 1, donc c'était une belle opportunité pour moi. Et puis voilà, je prenais encore un contrat qui m'emmenait plus loin aussi dans la carrière. Donc tout ça fait que ben, j'ai pas hésité. C'est la question que je me posais parce que, Dijon est premier au moment de ton départ, donc joue la montée. Tu es un élément important de cet effectif-là. Comment est-ce que tes velléités de départ ont été reçues? Est-ce qu'il y a eu un peu de regret, un peu de déception? Ben, de mon côté, je te l'ai dit, le problème, les supporters, ils ont pas compris. Donc après, le président avait été intelligent, avait dit voilà, financièrement,
ça va aider le club, voilà. Donc le problème, c'est que le club derrière a fini 4e ou 5e, donc a loupé la montée pour peu de choses. Mais je dis pas que peut-être avec moi on serait monté, mais c'est vrai que ouais, cette année-là, je faisais quand même une très très grosse saison. Voilà, les supporters, voilà, après l'année d'après ils sont montés, donc voilà, ça a été peut-être un peu de comment dire, de déception au départ, mais après entre voilà le football, il y a personne d'indispensable dans le football, donc les gens sont de passage malheureusement, donc il y a pas plus que ça, il y a pas eu une grosse truc. Je sais que quand je suis parti, les gens comprenaient pas trop pourquoi le Mmh. club me vendait, mais aussi il y avait un aspect financier où ça permettait de renflouer les caisses. De la descente en Ligue 1 où il y avait beaucoup de gros contrats, où il fallait que le club se renfloue. Je me rappelle des préfabriqués au Pousseau où on s'entraînait. Voilà, quand je vois maintenant le standing qu'ils ont, Pas la même. même si les années en Ligue 1 ont apporté ça aussi, voilà, on a contribué, tous ces joueurs-là, Louis Johnny, Pierre Limelou, ces joueurs qu'on a eu à zéro et qui ont été revendus 3, 4, 5, 6 millions à aider à faire pérenniser le club. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si des caps ne sont pas passés immédiatement sportivement, il y en a qui sont passés aussi au niveau des infrastructures et puis de la taille du club. Donc ça aide forcément aussi à ce niveau-là. Et si tu as aidé sur le plan sportif aussi, tu as aidé aussi par cet aspect-là derrière. Et puis tu parles justement de Lorient. Je pense qu'on va pouvoir revenir à Dijon sur la fin de l'épisode voilà, pour boucler la boucle en quelque sorte. Je pense que ça sera adapté. T'en as un peu parlé, quand on vient du monde amateur et qu'on a une possibilité d'aller en Ligue 1 tout de suite et de ne pas forcément miser sur une montée avec Dijon, malgré tout l'amour que tu as pour le club, on fonce, on se pose pas la question dans son esprit. Bah non, mais en plus, je pense que si j'aurais dit non, le président Delcourt, il m'aurait dit, eh, vas-y quand même. Il y a 3,5 millions à la clé, 4 millions. En plus, on récupère Baptiste René, qui était le chouchou du public aussi à ce moment-là. Donc, non, 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 je pense que tout le monde était content dans le deal. Après, voilà, moi, 3,5 millions, voilà, quand tu arrives du monde amateur, je me regarde avec mes parents, et je me dis, ah ouais, là, il y a un peu de pression quand même, ça met un peu de pression sur toi. Mais voilà, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé, on m'a mis titulaire d'entrée. J'ai enchaîné par une victoire. On a fait un match nul contre Lyon. On gagne Bastia, on gagnait bien. Et après, on enchaîne encore, on perd à Saint-Etienne. Et je fais des bons matchs, donc j'étais content. Sur ces 6 mois-là, on se maintient. À 3-4 jours de la fin, je mets mon premier but à Marseille, au Stade Vélodrome, donc devant toute ma famille. Donc pour moi, c'était 6 mois ouais, convaincants. Donc j'étais plutôt satisfait. Donc euh, donc voilà, content de mes débuts en Ligue 1. Voilà. J'allais en parler de ce but. Comment ça se passe dans ton esprit quand on est amateur il y a encore quelques années, qu'on est en Ligue 2 juste avant, qu'on arrive au Vélodrome. En plus, c'est un but que tu mets en solo, que Lorient gagne 5-3 Voilà. En plus, contre le Marseille de Bielsa. Comment c'est ça se ça. passe dans ton Non, esprit? mais il y a trop de petites choses qui sont mon premier match au Vélodrome devant toute ma famille, le premier stade que je suis parti voir les matchs professionnels et voilà. Ma famille au stade. Nous, c'était un match vraiment très important parce qu'on jouait le vendredi, donc on était le premier match de la journée. C'était un match où on était premier relégable, Mmh. voilà, où personne ne nous voyait gagner là-bas. Le Bielsa, il marchait de feu et en plus, eux, ils avaient besoin de cette victoire-là pour jouer le titre. Et on vient là, dans cette fournaise du Vélorome, je joue titulaire. Premier ballon que j'ai, premier but, je fais la passe pour Ayou. On ouvre le score, on mène 2-0. Ils reviennent 2-2 dans un vacarme de fou. Et je mets ce 3-2 qui leur fait vraiment mal. Et on gagne 5-3 là-bas. Et c'était un match de folie. Voilà, tout était la folie. Nous, on assure quasiment derrière. On savait qu'en gagnant les 2 prochains matchs, sur les 5 qui restaient, on était truc. Et on gagne nos 2 prochains matchs. Et on se sauve derrière ça. Et non, ça a été un très grand moment de ma carrière. Un très, très grand moment de ma carrière. Avec, ouais, en plus, cette passe décisive pour Jordan Ayew qui met un doublé au final et Ouais, une c'est ça. victoire 5-3, donc Exactement. match complètement fou. Une des questions que je voulais te poser aussi, c'est il y a beaucoup de joueurs qui disent que la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, on la sent. Toi, tu pas été en plus formaté, tu pas passé par un centre de formation, donc tu Ouais. n'as pas forcément été préparé à ça. Comment est-ce que tu vis, toi, ces premiers mois en Ligue 1, sachant que tout va très vite, tout s'enchaîne?
Ben moi, en fait, c'est tout allé très très vite. Je me rappelle, je trouvais que j'étais techniquement un très très bon joueur de Ligue 2. Quand je suis arrivé à Lorient dans les possessions, ça allait tellement vite que limite pour faire une passe, il fallait que tu tacles. Ah ouais, tu te dis, ouais, ça te refait voir certaines choses. Après, je pense que moi, dans mon cursus, ça allait très très vite. Donc, j'ai pas eu ces années-là de prendre un peu d'expérience. Tout allait très très vite, donc il a fallu que je m'adapte très très vite. La chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un qui m'adapte vite, que ce soit socialement ou dans un vestiaire ou même sur le terrain. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que si on devait qualifier ma carrière, on dirait très très bon joueur de Ligue 2 et joueur moyen de Ligue 1. Donc voilà le truc. Je pense que à un moment donné, d'aller très très vite, ben forcément tu loupes un peu des étapes où tu as besoin de prendre d'apprendre le niveau, de prendre le rythme, l'intensité. Et moi, j'ai toujours brûlé les étapes, donc voilà. Mais après, c'était mon parcours et je ne regrette pas. J'ai donné tout ce que je pouvais, autant par l'envie que par l'assiduité, par le truc. J'ai aucun regret. Voilà, tout ce que j'ai pu avoir et faire, je l'ai donné, je l'ai fait. Ouais. Et tu dis ça comme si c'était pas ouf d'être un joueur moyen de Ligue 1, mais c'est déjà un accomplissement énorme, surtout. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, quand je dis joueur moyen, c'est qu'à Lorient, j'ai été irrégulier. J'ai eu des hauts, des bas, donc j'ai pas été truc. Après à Nîmes, j'étais bon. À Nîmes, j'étais bon, et après je suis à Brest, j'ai eu aussi des hauts et des bas. Donc c'est pour ça que je te dis joueur moyen de Ligue 1. Mais en soi, je suis très très heureux déjà d'avoir pu mettre un pied en Ligue 1 parce qu'il y a des joueurs très talentueux, même en Ligue 2 ou quoi, qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc je m'estime très très heureux, surtout avec ma carrière courte, mon cursus. Et voilà, mais par contre, j'ai toujours été exigeant, honnête avec moi. Et voilà, pour avancer, malheureusement, il faut avoir une autocritique. Et voilà, c'est pour ça que je te résume un peu mon avis sur mon truc. Et tu l'as dit, il y a quand même une certaine pression, arriver avec cette somme-là, voilà, cette étiquette avec Bah cette oui, somme, au mercato. c'est ça. Sachant que, Lorient joue toujours le maintien, pendant ton passage. Comment est-ce que toi tu gères, Non. cette pression? Le plus compliqué, ça a été ça, et moi, je l'ai pas vu venir. En fait, le problème, c'est que moi, je sortais d'un vestiaire où, voilà, tu gagnais le vendredi soir, on allait tous boire un coup à la jambe, tu vois, à Dijon. Tu vois, c'était festif, c'était un peu encore vestiaire amateur, tu vois, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, tu vois, et personne ne se prenait au sérieux et tout. J'arrive, je signe pour 3,5 millions en milieu de saison, donc en janvier. Tu sais, quand tu arrives en janvier, qu'il y a un groupe qui est déjà fait. Ouais. Moi, je connaissais pas grand monde du monde professionnel. Donc, j'avais pas encore toutes ces connaissances ou comme maintenant, je vais dans un vestiaire, je connais quasiment la moitié du vestiaire parce que tout le monde connaît quelqu'un et que voilà. Donc, moi, je connaissais pas grand monde. Donc, j'arrive dans un vestiaire où je connais pas grand monde. Avec l'étiquette du mec qui vient avec 3,5 millions, qui joue d'entrée. Donc, qui enlève un poste à quelqu'un. Dans un vestiaire où c'est un vestiaire Ligue 1. Même si ça reste truc, c'est un peu plus individualiste, c'est un peu plus, voilà. Et je pense que le plus dur, c'était ça. J'ai eu du mal moi, je suis quelqu'un qui aime d'avoir de la confiance et de se sentir bien. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et pourtant, et voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Mais après, voilà, après, on s'y fait. Après, on connaît le métier et on s'adapte. Et voilà. C'est comme ça. Mais tu vois, à contrario, je suis allé à Nîmes. Le vestiaire, on avait un vestiaire de débile mental. C'était le centre de loisirs. C'était exceptionnel. On était en Ligue 1. On savait qu'on était moins fort que les autres. Mais par contre, on s'est maintenu parce qu'on avait, entre les supporters qui nous apportaient un truc de fou, mais on avait une envie, une solidarité entre nous. Les mecs qui venaient à Nîmes jouer, déjà dans les conférences de presse dans ma match, ils tremblaient tous. Ils disaient oui, le contexte, le ci, le là, mais ils savaient qu'on allait leur grimper à la gorge. Et c'était exceptionnel, tu vois. C'était une autre ambiance. On va parler de Nîmes un peu après, mais justement, Lorient, pour finir, la saison 2016-2017, c'est la saison où Lorient descend. Ouais. Et c'est une saison où toi, en tant que joueur, tu connais plusieurs entraîneurs. Il y en a 3 exactement qui passent. Il y a Bernard Casoni, il y a Sylvain Ripoll qui était là à la base, et puis il y a un moment aussi où il y a Franck Hayes. Est-ce que tu penses que cette instabilité, c'est ce qui a coûté aussi à Lorient cette année, ou il y avait d'autres soucis? Ce qui nous tue à Lorient, j'ai regardé encore des matchs récemment, on avait un effectif, mais on doit se maintenir, mais les yeux fermés, on parle de rien. Niveau football,
Mais on l'a refait 15 fois la saison. On se maintient 15 fois, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il y avait le président Ferry avait mis une personne qui gérait un peu le club, mais qui faisait n'importe quoi. Qui a fait n'importe quoi dans le recrutement, qui a fait n'importe quoi dans le truc. Alors cette personne-là m'a fait venir, tu vois. Mais ils ont fait, voilà, c'était les priorités, c'était pas les priorités club. Voilà, on était l'un des clubs en France qui portait le costume. On en avait rien à foutre de ça, tu vois. Nous, ce qu'on avait besoin, c'était et il y avait tout pour réussir dans ce club. Il y avait un public qui mettait pas la pression, il y avait une ville qui était top, il y avait un club qui était structuré de fou. Et malheureusement, ouais, ça a été mal géré d'en haut. Et derrière, ça périt un peu en bas. Mais l'effectif et le club, on doit jamais descendre. Même le barrage, le regarder, le match, on le refait 100 fois, hein, tu perds jamais. Et la chance que j'ai, c'est que je fais une carrière, je fais 2 ans et demi moyen à Lorient. Mais par contre, je fais des barrages où je suis presque l'un des meilleurs joueurs de Lorient. Et du coup, c'est ça qui me fait avoir Auxerre, qui fait que je suis sa priorité. Voilà. Et justement, voilà, il y a cette défaite en barrage contre 3, donc Lorient descend en Ligue 2. Auxerre, c'est aussi un club de Ligue 2 à ce moment-là qui, en plus, n'est pas forcément dans la dynamique Non, pas du où tout. la GA est maintenant. Pas du tout. Pourquoi toi, tu choisis d'aller à Auxerre, du coup? En fait, je vais te la faire simple. À l'époque, c'était, on payait nos impôts, tu sais, l'année d'avant. Donc, mois de décembre, mon salaire, j'avais une clause, c'était une folie. Je savais même pas comment j'allais payer mes impôts l'année d'après, tu vois. Tellement c'était bas, je perdais, tu vois. Donc, en plus, Landreau arrive, il compte pas du tout sur moi. Donc, déjà, ça, voilà, c'était clair. Donc, moi, même si on se maintenait, je voulais pas rester à Lorient. Je voulais passer un truc parce que je pensais que j'avais fait le tour. Donc, Landreau, en plus, me rassure il compte pas sur moi, ok. Et début de mercato, j'ai 2 offres. J'ai Reims, mais Reims, je parle pas avec eux. Je sais qu'il y a un intérêt, mais et il y a Auxerre, avec qui je parle avec Cédric Dory. Et humainement, moi j'ai toujours fait ça à l'humain et tout. J'ai dit je vais écouter par respect parce que moi je voulais rester en Ligue 1. Et en fait, ça se passe super bien. Je leur dis faites une offre. On fait une offre financièrement, ça me permettait de payer mes impôts, donc je vais pas te mentir. Et ça me permettait aussi c'était un beau contrat Ligue 2, tu vois. Et après on parle, donc on parle, on truc. Monsieur Graille, grand monsieur, grand monsieur, qui se met dans la discussion, top mec. Auxerre, c'est quand même un club truc. Voilà. J'ai dit à mon agent, on y va. Financièrement, mais on s'était mis OK, c'était magnifique. Les gens humainement, c'était top. Auxerre, club mythique. Alors, mauvaise spirale en Ligue 2. Retourner en Ligue 2, c'était un gros challenge pour moi. Parce que voilà. Et en plus, en début de mercato, j'attendais même pas d'attendre ce qui allait arriver. Mais j'ai bien fait. Parce que maintenant que je connais les mercatos, je suis sûr que j'aurais rien trouvé. J'en suis certain. J'aurais retrouvé une Ligue 2, mais j'aurais pas trouvé à ce prix-là et ma carrière n'aurait pas été la même si j'avais. Donc voilà, je me suis écouté et j'ai fait une année à Auxerre exceptionnelle, exceptionnelle. Individuellement, sportivement, j'ai fait sur les 38 matchs, j'étais d'une régularité. La preuve, on termine 11e, je suis dans les 3 meilleurs joueurs de la Ligue 2. Donc ça voulait dire que c'était les joueurs qui votaient, les entraîneurs. C'était pas le public ou quoi. Donc ça voulait dire que j'avais vraiment survolé parce que souvent c'est dans les trois meilleures équipes du championnat où on prend les 3 meilleurs joueurs, on prend les meilleurs buteurs et tout. Là, il m'avait carrément mis dedans, donc c'était costaud. Et ça se voit de toute façon sur le plan statistique où tu fais 11 buts, 4 passes décisives. Donc sur le plan statistique, il me semble que c'est la meilleure saison de ta carrière. Pour un ailier, j'étais même pas numéro 10 ou attaquant, j'étais ailier. Donc non, en termes de stats, c'était incroyable. En plus, je tirais pas tout le temps les pénaltys, donc non, ça a été une année, même dans le contenu, j'ai fait une année exceptionnelle. Et même, je pense avoir des clubs de Ligue 1 qui devaient venir me chercher. J'ai personne. Donc, du coup, Auxerre me reprolonge pour me garder aussi. Et puis je fais une deuxième année à Auxerre où je suis moins performant. Je suis bon, hein, mais je suis moins performant que la première où j'avais survolé. Une année aussi encore compliquée où on n'arrive pas à atteindre les objectifs du club. Et puis Furlan arrive. Et la chance que j'ai, c'est que Furlan arrive et que Furlan, voilà, il veut faire venir ses joueurs qu'il a l'habitude de faire venir et qu'il compte pas sur moi parce que
j'avais quand même pris de l'importance au club et auprès des supporters et ça. Et on connaît Furlan, on sait il aime bien que ce soit lui la star et ses joueurs, voilà, on connaît le truc. Donc du coup, ça m'a fait partir. J'ai eu Nîmes, donc ça m'a permis parce que les dirigeants voulaient pas me laisser partir. Ouais. Et j'étais proche, en plus je faisais partie du projet avec eux. Humainement, on avait quand même créé des liens, donc voilà. Donc je suis parti pour que dalle à Nîmes. Et je termine dans les meilleurs joueurs de Ligue 2. Et je suis parti pour une bouchée de pain à Nîmes. Donc après, moi, j'étais content. Je redécouvrais la Ligue 1 et je me rapprochais de mon sud natal. Donc pour moi, c'était exceptionnel. Mais voilà. Donc voilà comment ça s'est terminé à Auxerre. Ok, et juste pour parler un peu encore un peu d'Auxerre, parce qu'Auxerre maintenant on peut avoir l'image de cette équipe très protagoniste en Ligue 2 qui est montée en Ligue 1 récemment, qui est redescendue et qui va remonter cette saison. Donc c'est une équipe qui domine la Ligue 2. À l'époque c'était pas le Non, cas. Comment ça se passait collectivement? Tu penses qu'il manquait quoi non, toi à ce nous, moment-là? honnêtement, je pense qu'on avait une équipe. Alors, la première année qui monte en Ligue 2, l'Auxerre, je pense que nous, on a une équipe meilleure qu'eux. On avait une équipe de folie. On avait une équipe de folie. Mais c'est juste que ils ont fait venir 10-15 joueurs la première année, donc forcément les automatismes, ça a pris un peu de temps. En plus, on n'a pas de chance. On fait un premier match contre Lens, je pense que ça a marqué tout le monde. Le match, il était exceptionnel. On gagne 1-0, il y avait une intensité, c'était un match de Ligue 1 dans un stade de Ligue des Champions plein à craquer, c'était incroyable. Et après, on s'est écroulé sur 3-4 matchs où voilà, on va à Le Havre, on mène 1-0 et si on prend pas nos 2 rouges, qu'on perd le match, peut-être que c'est une autre saison qui truc. Et on avait une équipe vraiment de folie. Et puis voilà, beaucoup de joueurs. Peut-être il nous manquait un peu de cohésion d'équipe aussi. Donc il y avait la première année, il y avait une belle cohésion. La deuxième année, c'était un peu plus individuel. Et dans le football, il n'y a pas que le terrain, il y a le vestiaire, il y a l'alchimie, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et je pense qu'Auxerre, maintenant, moi, je les vois, ils sont armés, ils sont structurés. Je pense qu'ils vont faire un bon recrutement et je pense que les erreurs de la Ligue 2, de la Ligue 1 l'année dernière, ils le feront plus. Je pense que maintenant, ils sont prêts pour aller rester longtemps en Ligue 1. J'en suis même persuadé. Et en plus, ça, quand on regarde l'effectif de l'année où tu arrives, on voit beaucoup de joueurs qui jouent la montée aujourd'hui avec Auxerre ou qui l'ont joué avant, mais qui étaient forcément beaucoup plus jeunes. C'est sûr. Et des Florian Hayé qu'on voit pas Voyez, maintenant. tu vois, nous, il jouait pas trop, mais c'était un super mec, un super collègue de vestiaire, c'était un mec parfait. Non, on avait une équipe, franchement, Birama Touré, Momo Yatara, on avait Jordan Adeoti, pour la Ligue 2 à l'époque, on avait Pareto, Ouais, non, c'était fort. on avait Obraniak, non, on avait une sacrée équipe. On avait Takalfred derrière. On avait, non, on avait Poloma. Non, sincèrement, on avait une très belle équipe. Après, c'est comme ça. Si c'était juste mettre des noms, ça serait trop facile le football. Mais, euh, mais voilà, je suis content pour Auxerre parce que c'est une vraie terre de football, par contre. Une vraie terre de football. Voilà, pour les auditeurs, pour compléter un peu la liste, voilà, il y avait aussi des joueurs qu'on voit maintenant en Ligue 2 qui sont des joueurs majeurs de Ligue 2. Enfin, il y avait Lamine Fomba aussi. Il y L'ami avait Combat, qui est un ami à moi, qui est à Saint-Etienne, qui est top, qui la deuxième année joue, qui explose. Non, je vous dis, on avait Julien Ferré, qui était, même s'il était en fin de carrière, c'était un magicien. Quand on parle de magicien, c'était. Donc on avait vraiment une belle équipe. Vraiment une belle équipe. on le voit, il y avait Benjalou Youssouf aussi qui brille aussi à Voilà. Dunkerque là sur la deuxième partie de saison. Donc il y a beaucoup de noms Non. connus effectivement. Et puis derrière il y a Nîmes. Tu as commencé un peu à en parler. Auxerre, tu considères ça une étape voilà essentielle pour pouvoir retrouver la Ligue 1 derrière. Tu l'as dit avec Exactement. ce côté individuel très où tu es très performant. Exactement. Faut le dire, c'était un challenge qui a été payant. Pas dans le challenge que je pensais parce que j'aurais voulu connaître la montée aussi. Mais individuellement, c'était un choix fort. Repartir en Ligue 2, rebondir pour aller en Ligue 1, rebondir à Nîmes. Ferveur incroyable. La plus belle ferveur que j'ai. Alors, il y avait que 15 000, hein. Mais, ça tremblait, c'était incroyable. Une, une arène et voilà, j'ai passé, vraiment, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. En plus, moi, étant du sud, j'avais mes parents, la famille qui venaient souvent.
Exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Rien à dire. On se maintient, même s'il y a le Covid, voilà, on a fait ce qu'il fallait au bon moment. Et voilà, on a surtout des souvenirs, moi qui m'ont marqué. Ouais. Et la première saison a lieu sous ton entraîneur qui est à ce moment-là Bernard Blacquart, qui a beaucoup d'admirateurs sur le plan du jeu notamment. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben moi, il était un peu fatigué. Voilà, on voyait qu'il était un peu fatigué, mais quel homme. Toujours le mot juste, à bon escient, un calme à toute épreuve. Non, c'était exceptionnel. Et en plus, les joueurs, alors moi, je le connaissais pas tant que ça, mais les joueurs qui le connaissaient depuis 3-4 ans, c'était comme leur fils, leur père, quoi. Donc, non, c'était incroyable, c'était incroyable. C'était grand monsieur, saison compliquée au départ. Et puis, je me rappellerai toujours de ces mots en janvier en Espagne, de cette cohésion d'équipe qu'on avait aussi. Et on revient en janvier, de la trêve. On va gagner à Nice, on gagne Monaco chez nous, on gagne Rennes. Ouais, on fait 3-4 matchs, 4 victoires d'affilée qui nous sort carrément de la zone. Et puis après on enchaîne. Et puis juste avant le Covid, on perd 1 ou 2 matchs. Mais bon, on reste quand même en dehors de la zone, ce qui nous sauve quand même. Mais ouais, on se dit si la saison elle avait continué, il aurait fallu batailler. C'est pas dit que parce que Amiens était très costaud à cette époque-là. Ils avaient une sacrée équipe et sincèrement pour les avoir joués, c'était la seule équipe qui était venue au Costières qui nous avait vraiment fait du mal, vraiment fait du mal. Ils avaient Guirassi, Kakuta, ils avaient des sacrés joueurs, sacrés joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis à quel point tu as apprécié Nîmes, à quel point tu as apprécié ce passage et l'atmosphère, et puis même Bernard Blacquart. Tu restes pas si longtemps que ça au club au final. Ben, Comment ça se fait? ben là, l'histoire elle est folle, hein. L'histoire elle est folle, elle est folle. Je signe 3 ans. Donc la première année se passe super bien. On fait la réunion sur le parking, je me rappelle, c'était pour le Covid, je crois que c'était en mars ou avril, ouais mars ou avril, je me rappelle plus. Et le directeur sportif qui venait d'arriver en janvier me dit Romain, parce qu'en fait moi j'avais une offre de MLS en janvier, et je venais d'arriver depuis Ouais. 6 mois, on était en plein maintien, donc c'était pas le moment de partir et voilà. Donc, il vient me voir, il me dit Romain, si t'as une offre, tu peux partir. J'étais l'un des meilleurs joueurs de la saison. Bon, moi, j'y fais pas gaffe. J'ai dit, j'ai 2 ans de contrat, l'année prochaine, mais je sentais que, voilà, il avait envie de faire venir d'autres joueurs et que je lui posais problème, tu vois. Pas de souci. Pendant l'été, j'avais rien. Et pendant l'été, j'ai l'offre de MLS qui revient. Ben là, du coup, j'ai dit, écoute, ben, j'appelle le directeur sportif, j'avais fait mon choix. Je voulais partir parce que c'était un rêve, moi, d'aller là-bas. Donc, je lui dis, ben, écoute, je viens dans ton bureau, je t'amène l'offre et vu que tu m'avais donné ton accord, y a pas de souci. Sauf que j'arrive, j'amène l'offre. Il me dit l'accord il est plus valable. Et en plus, il se moque, il permet d'appeler d'autres personnes Ah en ouais. leur disant non mais l'offre qu'il m'a amenée elle est pas vraie. Alors que j'avais le papier officiel et tout. Donc du coup, je vais voir, c'était Jérôme Arpinon qui avait repris l'équipe, on part en stage. Donc moi je boude un peu, mais je m'entraîne quand même parce qu'il y avait quand même une bonne ambiance. Je leur fais comprendre que je veux partir, voilà, réunion sur réunion. Et là l'entraîneur me dit voilà, moi je veux pas que tu partes, tu partiras pas. Par contre, ce que je peux te promettre, c'est que j'en ai parlé au président, on va te prolonger d'1 an. Financièrement, j'ai gagné 5 000 € de plus. Donc, à brut, ça faisait 2 500 € net. C'était pas le truc. C'était le truc de, voilà, valider ma première année et me permettre de dire, voilà, on t'annule ça, mais on te fait quoi, voilà. Ok. La préparation, elle passe, ça dure, toujours rien. Bon. Ils me disent, voilà, après le premier match de championnat, on signe tout. Le président est revenu de vacances parce que c'était le président le problème. Il était en vacances, monsieur. Ok. On joue le premier match contre Brest, on gagne 4-0, je mets 1 ou 2 passes D, un but. Ouais. Donc autant te dire que j'avais les moustaches, je me suis dit je vais arriver lundi, le papier est déjà préparé. Le lundi, ils m'appellent, ils me disent il y aura pas de prolongation. Il restait 2 semaines de mercato. Ah vache, le coup dur. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc j'appelle mon agent, je dis écoute, tu as 2 semaines pour me trouver un club. Donc qu'est-ce qu'il fait? 3 jours, il me trouve Brest, contre qui j'avais joué, j'avais fait un gros match, qui me donne
la prolongation qu'eux m'avaient donnée, bon, un peu plus financièrement, donc j'étais un plus truc. Donc voilà, donc, du coup, ça a été chaud, parce que Jérôme Arpineau, c'est quand même un monsieur sanguin, donc, qui est un ami, qui est un ami maintenant, et qui est un super coach. Mais ça a été chaud, et puis voilà, ça s'est mal fini comme ça. Les supporters, en plus, j'étais un peu leur chouchou. Bon, c'était Ripard, Briançon, les chouchous, mais moi, je faisais partie de ça parce qu'ils étaient. Et ils ont pas compris aussi, mais parce qu'ils savaient pas en coulisses ce qui s'était dit, et moi, j'avais pas communiqué sur ça, tu vois. Et ils m'ont lynché. Mais quand je te dis, ils m'ont lynché dans les réseaux, c'était incroyable parce que le club m'a fait passer pour un mercenaire, alors que pas du tout. Et puis voilà, le seul regret, c'est de ne pas avoir quitté le truc. Parce que là, pareil, si nous gardions la même équipe, on aurait pu faire des belles choses, et voilà. Mais comme mal géré le club, et quand on les voit maintenant, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Parce que c'est connerie sur connerie. Voilà. Alors qu'il y avait tout dans ce club. Il y avait des supporters exceptionnels, ville de foot. Il y avait un groupe exceptionnel. Tu recrutais 2-3 mecs. Il y avait tout pour bien faire. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Et puis là, ça m'a un peu écœuré quand même. Ça m'a un peu écœuré. Et donc je pars à Brest. Et quand j'arrive à Brest, il y a Dijon qui m'appelle. Qui me propose le double de tout ce que j'ai à Brest pour revenir et tout. Et moi, j'étais quand même accroché au cœur à Dijon. Mais comment je pouvais reprocher à Nîmes de pas avoir respecté leur parole, et moi faire pareil à Brest. Donc du coup, ça a été mon plus gros regret, parce que Brest, ils n'ont pas été réglo derrière. Notamment le directeur sportif, même si c'est quelqu'un qui est compétent et tout, il n'a pas été réglo parce que j'aurais pu lui mettre à l'envers et je l'ai pas fait. Et derrière, il n'a pas été réglo parce qu'il aurait pu me dire, voilà, je compte pas sur toi, il faut que tu partes. Et on faisait les choses correctement. Et essayer de, voilà, donc voilà, c'est un peu le fin mot de te dire, voilà. Mais bon, c'est mon éducation, je suis allé au bout, j'étais réglo, droit. Mais ça serait à refaire maintenant. Je serais à Dijon. Je serais parti à Dijon, leur donner un coup de main pour le maintien. En plus, j'avais quasiment voilà, je signais 4 ans. Je signais pas 3, je signais 4 ans. Et je finissais ma carrière à Dijon. Et voilà, c'est comme ça, tu vois, les gens, des fois, les supporters savent pas tout ce qui se passe. Et puis voilà, quoi. Avant qu'on passe sur un autre sujet, je voudrais juste revenir sur le sujet du Nîmes Olympique. Et on sait que le président a réduit les investissements. Voilà, maintenant c'est un petit peu le strict minimum, on va dire, dans ce groupe professionnel encore, mais bon, qui est peut-être plus professionnel que le nom. Est-ce que pour toi la véritable cassure, c'est peut-être pas tant que Nîmes ait arrêté son président ait arrêté de mettre de mettre un budget un peu plus conséquent. C'est peut-être plutôt en fait la cassure avec les supporters, voilà, le moment où Nîmes Olympique se casse sa figure, quoi. Déjà, il y a eu deux trucs. Déjà, il y a eu cette problématique entre le président et les supporters. Les supporters, ils étaient primordiaux. Quand on parle de 12e homme, c'était vraiment un 12e homme. Il y avait juste à dialoguer, à pas rentrer dans un conflit, voilà. Donc déjà, et grosse erreur de ce point-là. Et secondo, ok, il a réduit les dépenses. Même moi, en Ligue 1, ils étaient 4 personnes dans les bureaux, alors que dans tous les clubs, ils avaient 20, 30 personnes. Il y avait 4 personnes qui avaient 8, 9 tâches à faire. Tu voyais le mec de la communication, il devait remplir les drapeaux LFP, il devait après aller, c'était une folie. Mais malheureusement, je vais te dire, c'est les clubs du Sud. C'est comme ça, les clubs du Sud. On le voit avec Istres, avec Arles, ça reste instable par moment, c'est comme ça. À part Marseille et Montpellier, le reste, c'est instable. Tu le vois, Marignane, c'est compliqué financièrement. Il y a Martigues, là, qui s'en sort un peu, mais l'année dernière, financièrement, c'était moyen aussi. C'est comme ça, ça fait partie du folklore sudiste. Mais Nîmes, il y a eu des erreurs de fait, voilà. Alors après, attention, Rania Saf, il a quand même aussi fait des bonnes choses, faut pas l'oublier. Bien sûr. Parce que nous, tu vois, quand il y a eu le Covid, il aurait pu nous descendre encore plus, et il nous a rien demandé à descendre, tu vois. Donc il a été réglo sur certains trucs, faut pas tout lui envoyer dans la tête, mais je pense que moi il a été mal conseillé. Je pense qu'il a eu des gens autour qui auraient dû lui dire, écoute, vas-y, on fait une réunion avec les supporters, s'il faut leur payer les déplacements à l'extérieur, on leur paye, comme ça eux en retour ils nous craquent pas les fumigènes, ou on leur laisse un match dans l'année. Voilà, un dialogue constructif. Non, c'était ferme, c'est moi le patron, et voilà, et c'est dommage parce que c'est un club magnifique. Quand je le vois en national, ça n'a rien à faire en national. Ça devrait être en Ligue 2, jouer les hauts tableaux,
Et des fois, peut-être alors, voilà, il faudrait changer de trucs, mais voilà, c'est un beau club. C'est vraiment un beau club. On sent que beaucoup de joueurs qui sont passés par Nîmes sont touchés, en tout cas, par la situation, parce que c'est un club qui a l'air de marquer, en tout cas, dans Non, une c'est carrière. exceptionnel. Enfin, en tout cas, nous, le vestiaire qu'on avait, c'était exceptionnel. Même, tu sentais la ville, les gens, c'était des amoureux. C'était des amoureux de Nîmes. Nicolas l'a dit. Nicolas l'a dit, mon rêve, ça aurait été d'avoir le club de Montpellier à Nîmes, avec la ferveur de Nîmes. Parce que voilà, c'est une vraie terre de football. C'est là-bas, moi, je me rappelle les équipes dans le tunnel, le regard qu'elles faisaient quand elles entendaient les petits vieux dans la tribune en train de chanter, de taper des mains. Non, le Nîmois, quand le public criait Nîmois, les 12-15 000, il fallait voir. Et nous, il n'y en avait pas besoin de causerie, hein. On rentrait, on avait les dents comme ça. Et non, mais sincèrement, c'est incroyable. Donc, dans le contexte que tu nous as expliqué un peu avant, tu finis par partir à Brest, Exact. où tu retrouves Olivier Dalloglio. Tu nous as dit un peu plus tôt dans le podcast que tu n'étais pas sûr qu'il ait validé ton Non, arrivée. moi, je pense que c'est le directeur sportif qui a validé. Vu que le coach, ils étaient sur 3-4 défaites, ils avaient gagné juste le match avant que j'arrive à Dijon. Il n'était pas en passe de trop, tu sais, quand t'es un peu en difficulté, c'est pas là, tire ton directeur sportif. Non, j'en veux pas. Le directeur sportif, il te dit, ouais, ce serait bien de le faire, lui. Ben, forcément, et voilà. Donc, en plus, il m'avait eu auparavant. Je pense pas qu'il ait dit un non catégorique, mais je pense pas que, voilà. Donc, je suis arrivé, en plus, faut dire la vérité, je rentre à Angers, on mène 2-1, on perd 3-2. Donc, je rentre au moment où on prend les 2 buts. Donc, ça m'a pas aidé. Mais par contre, après, comme je t'ai dit, je fais 2 très gros matchs titulaire. À Lyon, on fait 2 partout, et je marque. Et on fait 1 partout contre Montpellier, ou voilà. Et derrière, il me met plus. Et c'est là où je lui en veux, tu vois, parce que c'est comme ça. Après, moi, j'ai eu 1 ou 2 blessures. J'avais jamais été blessé. J'ai eu 1 ou 2 blessures assez importantes. Et puis voilà. Et puis là, j'ai senti que je commençais à prendre de l'âge aussi. Donc voilà. Il y a eu un pêle-mêle de choses qui a fait que, mais voilà. Mais Brest, pareil, comme Nîmes, super public, derrière son équipe, super vestiaire aussi, c'était top. Et au final, le passage est assez court, avec tout ce que tu nous as expliqué, les blessures, le fait que le contexte ne soit pas forcément Ouais. favorable. C'est un regret pour toi ou... Non, pas de regret, parce que des fois, il y a des clubs qui te correspondent pas. Là, c'était pas possible. Donc, c'est pour ça que je pars aussi 1 an à Dijon après derrière. Et puis voilà. Non, il n'y a pas de regret. Le seul regret, c'est la sortie. Quand le coach il vient te voir, le staff, il te dit voilà, on va pas compter sur toi, ok. Mais que tu t'entraînes correctement, que dans le vestiaire, tu as un bon comportement, tu t'entends bien avec tout le monde, et qu'on te carte, qu'on t'envoie en réserve pendant 1 mois, qu'on te dit pas un mot, que voilà. Au début, je croyais que c'était Der Zakarian, mais en fait, non, c'était d'en haut que ça venait. Donc voilà, après, moi, j'avais fait un article, ça les avait secoués. Donc, alors que je parle pas, moi. Et là, ça commençait un peu à bégayer, tu vois. C'est pour ça que, voilà, maintenant, je sais ce qui s'est passé, je sais le truc. Ça aurait été des messieurs, voilà, Romain, on compte pas sur toi. Quitte, viens pas t'entraîner. C'est pas grave, on te paye comme ça. Et par contre, trouve-toi une porte de sortie. Voilà, comme ça, c'était clair. Mais les gens, ils veulent faire des rapports de force alors que, voilà, c'est pas des courageux, tu vois. Donc, c'est ça qui me dérange. Mais bon, après, c'est le football, c'est comme ça. À la fin, j'ai pris mon chèque parce que voilà, je suis pas parti truc. Et puis voilà, on est parti ailleurs. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais pu leur faire à l'envers quand il y a Dijon qui est venu et qui proposait le double. Moi, j'ai tenu mes engagements. Alors après, tu peux être déçu d'un joueur, tu peux t'être trompé, tu peux ne pas être truc ou ne plus en vouloir. Mais j'estime qu'il faut quand même partir proprement. Et c'est le monde du football où on est voilà, des boîtes de conserve avec des prix et que voilà, c'est du bétail, quoi. Mais c'est comme ça. Quand tu as vu cette façon de faire et avec le recul aujourd'hui, Brest qui jouera à coup sûr une compétition européenne l'an prochain, qui va peut-être disputer la Ligue des Champions. Est-ce que tu t'attendais à avoir cette trajectoire-là pour le Stade Brestois? Non, je vais pas te mentir. Je suis hyper content pour les gars parce qu'il y a des super mecs. Il y a vraiment des super gars. Mais sincèrement, tu me l'aurais dit, non. Après, il faut pas se voiler la face. Ils ont fait une très belle saison. J'ai vu leur match, ils ont été très très bons. Mais après, il faut pas se voiler la face. Marseille a été défaillant.
Et il y a d'autres équipes qui ont été défaillantes. Sinon, ils doivent jamais y être, tu vois. Ils doivent jamais y être. L'Europa League, ça aurait été bien. Là, ils vont faire la Ligue des Champions. Ils le méritent sur ce qu'ils ont fait sur l'année. Mais honnêtement, tu vois, il y a un match. Je me rappelle, quand ils font 2-2 contre Lens. Ils perdent 2-0. Il y a 2 situations arbitrales pour Lens. Tu vois que ça va être leur saison. Parce que la VAR, elle siffle penalty, elle siffle rouge, tu vois, voilà, il y a des années comme ça où tout réussit. Après, tant mieux, parce que c'est un club vraiment sain financièrement et il y a un public, une ville qui mérite ça. Et les joueurs le méritent aussi, et je suis très content. Et même, tu vois, à contrario du petit imbroglio que j'ai eu avec la direction, enfin, avec le directeur sportif, il n'empêche que c'est quelqu'un qui travaille très très bien. Tu vois, il faut le dire aussi. Donc voilà, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais après, c'est sur les trucs, je suis pas fan de certaines pratiques. Ok. Et on te demande de trouver une porte de sortie, et c'est la porte de sortie pas idéale, peut-être idéale, si? Non, pas du tout. Bon, moi, je fais une année en prêt à Dijon, donc je suis très content. Je suis très content de revenir à Dijon. J'arrive, en plus, c'était pas bien, tu vois. Donc, on se maintient facilement. Voilà, je finis bien la saison. J'avais très bien commencé et j'ai bien fini. Au milieu, j'ai eu une blessure sur un centre de mon ami Rokia. Je me suis pété la cheville. J'ai failli me faire opérer tellement ça avait été grave, le ligament. Donc voilà, très content d'avoir aidé mon club. Mais la porte indienne, non, je l'avais pas vu arriver. Moi, je pensais aller trouver un club de Ligue 2, peut-être trouver un club à l'étranger, mais tu vois, un genre Chypre, un truc plus exotique, mais dans ce contexte-là, l'Inde, je t'aurais jamais dit. Et voilà, je te le dis honnêtement, c'était pas du tout dans un coin de ma tête. Le seul truc tu me parles du football en Inde, je me rappelais à l'époque quand j'étais minot, quand je regardais sur Eurosport les stars qui allaient jouer là-bas. Voilà, c'est le seul truc que je pouvais te dire sur l'Inde. Tu vois, donc non, c'était pas du tout prévu, mais belle expérience humainement. J'ai rencontré des belles personnes. Ça m'a fait grandir en tant qu'homme, en tant qu'humain, parce que j'ai vu des choses pas faciles. Ça m'a permis aussi de voir la chance qu'on avait aussi d'être dans un pays comme le nôtre. Et puis, je te dis, le au revoir qu'ils m'ont dit, que ce soit les supporters ou même le club, les joueurs, sincèrement, je pensais pas avoir laissé. Et je suis content parce que j'ai laissé une image. Voilà, le football, ça reste un peu, mais c'est l'être humain que tu laisses, les échanges qu'on a eus. Et moi, pour moi, c'est ça le plus important. Et je suis content d'avoir laissé cette image là-bas. Et je sais que demain, je retourne en Inde, je serai le bienvenu, tu vois. Donc c'est ça qui est important pour moi. Ouais, j'ai mal formulé ma question, mais je voulais dire porte de sortie idéale avec ce prêt à Dijon qui fait que tu finis ta carrière française au moins dans ton club au final. Non, ça, je suis content. Après, comme je t'ai dit, mon objectif, ça aurait été de revenir là, tu vois. De faire une année, alors pas de jouer les 35 matchs titulaires, mais d'apporter sur 15-20 matchs titulaires et d'apporter mon expérience et cette fibre dijonnaise. Voilà, c'était juste le truc. C'était même pas un aspect financier. Moi, j'habite à côté, tu vois, c'était plus pour truc, mais c'est comme ça, j'aurais pu signer à Martigues, j'aurais pu signer dans d'autres clubs, tu vois, en national. J'avais les opportunités, j'aurais pu peut-être repartir même en Inde ou en Thaïlande ou quoi. Mais voilà, du moment où le seul truc qui aurait pu me faire revenir, c'était une petite dernière à Dijon. Et puis voilà, même s'il aurait fallu venir gratuitement, tu vois, c'était même pas une question financière, tu vois. C'était vraiment boucler la boucle et voilà. Donc voilà, voilà. Et puis content d'avoir fini à Dijon, d'avoir revu beaucoup de personnes dans les bureaux, voilà. Donc c'est tout, ça a toujours été, c'est toujours un plaisir. Moi, quand je te vois faire tes derniers matchs en Ligue 2 avec Dijon, je me dis, même si bien sûr il y avait d'autres opportunités sur le mercato, je me dis que bah, tu aurais pu apporter encore une saison de plus, surtout quand on voit après les galères qu'il y a eu sur les côtés, sur les ailes la saison d'après. C'est ça. Dijon, ça a été catastrophique. Tu vois, moi, c'est ça que je leur reproche parce que j'arrive, ils ont 6 défaites, je crois, et un nul. J'arrive, on fait 4 victoires d'affilée. On se sauve, voilà, on se sauve. Après, je me blesse. Je reviens et je finis fort. Je marque à Sochaux, je fais passe D à Niort, je marque contre Nîmes, je marque contre le Paris FC où je fais passe D aussi un truc. Donc, je finis quand même la saison à 4 buts, 3 passes D, en ayant loupé quasiment
15 matchs Ouais, entre la blessure et le début de saison. Donc, c'est pas dégueulasse. Et quand je vois la saison 1, la saison d'après, et en plus que Garand, à un moment donné, tu vois, quand je suis revenu, il me faisait jouer un coup sur deux. Je me dis, les mecs, ils ont joué toute une saison, et ils avaient les mêmes stats que moi, même en dessous, tu vois. Et je me dis à ce point-là, tu vois, j'aurais pu apporter un peu plus, mais après voilà, c'est comme ça. Faut pas. Moi, par contre, j'étais pas demandeur. C'est-à-dire que même quand ils m'ont refait venir en prêt, je dois partir à Bastia en prêt. Et c'est quand ils ont vu ça qu'ils ont dit, ouh là là, on va te faire revenir. Donc là, j'ai fait passer en priorité Dijon. J'avais Amiens aussi qui voulait, tu vois, j'avais d'autres clubs. Mais voilà, moi je suis content. J'étais content de venir apporter mon truc à Dijon. Mais je pense que comme toi, j'aurais pu apporter plus. Et même maintenant, techniquement, j'ai vu tous leurs matchs. Même en N, je voyais tous les matchs de Dijon. Je peux tout te dire. Voilà. Mon rêve ultime, c'est de voir Julio Tavares revenir à Dijon et venir aider l'équipe à remonter en Ligue 2, mettre encore ses 15-20 buts, parce que le Julio, même si tu as l'impression qu'il va trébucher, voilà, il va mettre ses 15-20 buts avec son casque. Et surtout, c'est un bon mec qui habite la région, qui a cette culture club et qui est un bon mec. Voilà. Donc, Tu voilà. prêches un convaincu. Ouais, c'est sûr. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, Jordan Marié, Ouais. je me rappelle, quand il m'appelait, il savait pas si, tu vois, la prolongation du club, s'il allait en avoir une. Tu vois. Je lui dis, reste à Dijon, t'es un petit d'ici, tu vas le rapporter. Quand je vois cette année la saison qu'il fait, c'est l'un des meilleurs. Mais je suis content. Je suis content pour lui parce que je suis content, c'est un petit du club. Moi, j'étais en chambre avec lui. C'est avec des mecs comme ça qu'on va remonter le club à Dijon, tu vois. C'est en ayant cette base d'anciens, tu vois. Donc voilà. Bien sûr qu'il faut des jeunes, mais c'est bien de ne pas perdre cette culture, tu vois. Ouais. Voilà. C'est ma vision. On parlait de boucler la boucle, je pense qu'on l'a bien fait là sur le podcast. C'était pour ça que voilà, je pensais que c'était important de finir avec Dijon. Moi, j'ai encore 2 questions pour toi plus globales. Une première, c'est qu'est-ce que tu retires au final de cette carrière? Est-ce que tu as des moments marquants là? Alors, je te prends peut-être un peu de cours, c'est peut-être un peu compliqué comme question, mais des moments marquants à ressortir comme ça, si tu en avais un ou deux? Bah, c'est un ou deux, bah, ça sera quand même mon premier but en pro, sur mon premier ballon quasiment, tu vois, à Dijon. Mon but à Marseille aussi, en 2, je mettrai. Et puis en 3, en même temps, il y a 2 événements qui m'ont un peu marqué. C'est ben, ma sortie à Norris, où quand même je m'attendais pas à un tel hommage, tu vois, de la part de tout le monde. Et également quand même ma distinction personnelle au trophée UNSP, c'était quand même un aboutissement pour moi du travail que j'avais mis en place. Et que voilà, même si j'ai toujours parlé pour le collectif, ça venait quand même récompenser beaucoup de sacrifices. Voilà. Et celle que j'ai l'habitude de poser pour conclure les podcasts, il y a cette page qui se tourne en tant que joueur, il y en a une qui va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit sur le plan pro et puis sur le plan même perso, si t'as Perso, la santé, à moi ainsi qu'à mes proches. Ça, voilà, sans ça, voilà, la santé. Et puis sur le professionnel, ben, qu'un jour je vienne sur votre podcast en tant qu'entraîneur de club de Ligue 2, ce serait cool. Et ce sera avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillerait. Voilà. Et je pense qu'on peut dire qu'on te le souhaite chez ML. Et à Julien, je dirais un peu mieux aller à Dijon. Ça serait la boucle. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. non, mais voilà, ça serait ce qu'on pourrait me souhaiter. Voilà. Top. Parfait. Ben, écoute, Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était vraiment passionnant. Bravo pour ta carrière. Et puis, le meilleur pour la suite, en espérant justement qu'il y ait cette carrière d'entraîneur qui se dessine et pourquoi pas un passage à Dijon. Eh ben, super. Ben, merci beaucoup pour votre accueil, pour vos questions. C'était un bon moment d'échange. Et puis, je vous souhaite le meilleur, aussi également à chacun, professionnellement et aussi dans votre vie privée. Et puis au plaisir de vous revoir et de vous entendre. C'était le 6e épisode des podcasts ML2 avec Romain Philippotto, voilà, qui nous a livré beaucoup d'anecdotes sur cette riche carrière.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que nous à prendre part à ce podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à nous noter sur vos plateformes de streaming. Ça nous aide énormément pour le référencement. Pareillement pour YouTube avec les pouces bleus et les abonnements. Ou encore une fois, on est ravis des audiences qu'on a récemment. On vous remercie énormément. Merci encore une fois à Romain Philippotto d'avoir été avec nous. Et puis, c'était Malik 2. À très vite.